Devonshire, les sabots du diable. Les cryptides sont des créations curieuses de la nature dont aucune étude scientifique n'est capable de prouver l'existence. Pourtant, pour certaines personnes, ces curiosités, voire ces monstruosités qui peuplent la Terre, sont bien réelles. Il suffit de se référer aux nombreux témoignages et aux différentes preuves rassemblées dans des écrits ou des photographies pour se rendre compte. Au milieu du XXe siècle, le biologiste écossais Ivan Sanderson invente le terme de cryptozoologie pour désigner l'étude d'animaux extraordinaires auxquels la communauté scientifique n'accorde aucun crédit. Parmi les plus célèbres cryptides, on retrouve le Yéti, le Cyclope, le monstre du Loch Ness, mais aussi celui que l'on connaît sous le nom de démon du Devonshire. Est-ce un animal dont on ne connaît pas encore l'origine, ou est-ce le diable qui a terrorisé une bonne partie de la population anglaise au milieu du XIXe siècle? À moins que ce ne soit un simple canular. Quoi qu'il en soit, plus d'un siècle et demi plus tard, personne n'a été encore en mesure d'expliquer l'étrange phénomène qui s'est déroulé dans le Devon, en Angleterre. Pourtant, ce ne sont pas les théories qui manquent. L'affaire des sabots du diable prend place dans la campagne anglaise, autour de l'estuaire de l'Essex. Nous sommes en février 1855, l'hiver est particulièrement froid et enneigé. Durant cette période, les habitations en campagne semblent complètement isolées du monde. Les paysans limitent leurs activités. Leur quotidien est ralenti par la neige et par le froid. Ils attendent que les beaux jours reviennent. Dans de telles conditions, il est facile de se sentir vulnérable. Le moindre événement inhabituel peut être considéré comme une véritable menace pour les habitants du Devon. Imaginez alors à quel point ils ont dû être terrifiés lorsqu'ils ont découvert des traces de sabots dans la neige. Jusque-là, rien d'inhabituel. Les chevaux sont à cette époque le principal moyen de locomotion. Mais en y regardant de plus près, ces traces ne ressemblent en rien à celles laissées par les animaux de la région. Les empreintes mesurent 10 cm de long pour 7,6 cm de large très précisément. On détermine l'espace entre chaque empreinte. Le résultat dépasse la compréhension. Elles varient entre 20 et 41 cm et se suivent en file indienne. Impossible pour un cheval, ni même pour une chèvre ou un sanglier. Si l'on en croit les descriptions, il s'agit d'un animal pourvu de sabots fendus, se tenant exclusivement sur 2 pattes. De quelle créature diabolique ces traces peuvent-elles provenir? Les sabots rappellent instinctivement les pieds du diable pour cette population croyante et superstitieuse. Le plus effrayant reste à venir. En suivant la piste des sabots, les habitants découvrent avec stupéfaction que ceux-ci ont traversé les granges, les rivières, les meules de foin et monté sur les toits des maisons. On aurait dit l'œuvre de quelque chose déterminé à traverser la région, quitte à défier toutes les lois de la physique. Dans la région, on se questionne entre voisins. Avez-vous entendu quelque chose cette nuit? Quelque chose marchant sur un toit, ça devrait s'entendre. Pourtant, aucun habitant du Devon ne se souvient d'avoir vu ou entendu quelque chose. Quelques jours plus tard, les plus sceptiques ont déjà élucidé le mystère. Il ne peut s'agir que d'un phénomène naturel dont la science ne peut comprendre l'origine, faute de moyens. La pensée scientifique s'oppose à la pensée religieuse. À la messe du dimanche, les hommes d'Église appellent à se repentir. Ceux qui ont commis des péchés dans cette région semblent être très nombreux, si l'on en croit les prêtres, puisque l'étrange phénomène est apparu en une trentaine d'endroits différents du Devon et dans le Dorset, une région voisine. Des traces sont retrouvées sur un rayon de 160 km. Une distance considérable, mais un jeu d'enfant pour ce diable qui semble avoir le pouvoir d'ubiquité, comme le décrira le journal Bell Life de Sydney. L'affaire des mystérieuses empreintes a déjà fait le tour du monde. Toutes ces choses ne peuvent effectivement qu'amener à une seule explication. Le diable a frappé la région du Devonshire.
Quel autre être humanoïde porte des sabots fendus? Quel plaisantin serait capable de parcourir 160 kilomètres en une seule nuit, monter sur les toits, marcher sur les murs, fendre les mottes de foin, et le tout sans se faire prendre? Dans cette région d'Angleterre où la superstition remplace la connaissance, tout événement inhabituel échappant à la compréhension de la population est expliqué par un élément surnaturel. Le démon du Devonshire, dont la nature des phénomènes est un très bon sujet d'étude en cryptozoologie, est malheureusement très peu répertorié. Cela ne signifie pas non plus que nous avons affaire à une simple rumeur de villageois. Un article du Times, datant du 16 février 1855, décrit les faits avec précision. On retrouve la trace des empreintes un siècle plus tard, dans un article de la revue Transactions de l'Association du Devonshire, datant de 1950. L'auteur voulait mieux appréhender l'origine du phénomène décrit dans plusieurs documents et lettres du révérend Ellacombe au cours de l'année 1855. Dans l'un de ces documents, on retrouve une fidèle reproduction. Le dessin a de quoi attiser la curiosité des amateurs de mystère, dont celui de l'écrivain, historien et chercheur gallois Mike Dash. Ce célèbre chercheur, passionné par l'histoire d'Angleterre, consacre toute son œuvre à rédiger des livres et des articles rapportant des épisodes dramatiques de son pays. Il accorde autant d'importance à des récits de bataille qu'à des petites anecdotes. L'affaire du démon du Devonshire est loin d'être un simple fait insolite. Il y consacre tout un article intitulé « The Devil's Hoofmarks, Source Material of the Great Devon Mystery of 1855 », publié dans un magazine scientifique en 1994, le 14 Studies. Dans cet article, le chercheur admet qu'une piste scientifique ne peut expliquer ces marques avant de conclure que le mystère demeure toujours. Loin d'être amateur de phénomènes paranormaux, il a avancé plusieurs théories comme le canular, les souris pouvant laisser des marques semblables à des sabots lorsqu'elles sautent sur les toits, et bien sûr, des quadrupèdes communs de la région tels que des ânes et des chevaux. Mike Dash essaye d'expliquer les empreintes par des théories bien plus plausibles qu'une visite inopinée du diable dans la région. Il a suivi la voie d'autres de ses contemporains sceptiques. Sir Richard Owen est un paléontologue et biologiste anglais. Ses travaux scientifiques ont permis de mieux comprendre les fossiles. On lui doit notamment l'invention du mot dinosaure. Sa connaissance pointilleuse des espèces et de leur comportement lui permet d'avancer une explication plausible. Pour Owen, les empreintes s'apparentent à celles d'un blaireau. Selon lui, ces pas ne sont pas des sabots. Il s'agit d'une mauvaise interprétation par méconnaissance du sujet. Le scientifique y voit la forme de la plante d'un pied. Pour lui, ça ne fait aucun doute, puisqu'il est le seul quadrupède plantigrade présent dans la région. Bien qu'il soit de petite taille, cet animal est capable de laisser une empreinte plus grande. L'animal est bien capable de monter sur les toits avec une grande souplesse sans se faire remarquer. La distance parcourue indique l'activité de plusieurs blaireaux éveillés et affamés. Ils peuvent se montrer très furtifs et endurants lorsqu'il s'agit de rechercher de la nourriture, ce qui est logique en cette période de l'année. Au début du XXe siècle, le prolifique auteur de thrillers, Geoffrey Household, apporte sa propre explication au phénomène. L'idée lui vient après une discussion autour du phénomène avec un homme de la région, le major Carter, dont le grand-père, également militaire, travaillait à l'arsenal de Devonport. Ce dernier lui a rapporté qu'à l'époque, on effectuait des expérimentations sur des ballons militaires. L'un d'eux aurait été lâché par erreur depuis l'arsenal. Après avoir causé de nombreux dégâts matériels, les autorités locales ont étouffé l'affaire. Ce ballon expérimental aurait laissé des traces mystérieuses de son passage, évoquant des sabots. En effet, 2 manilles, des pièces de fer constituées d'un étrier en forme de U, étaient placées à son bout. On peut imaginer que le ballon n'a cessé de rebondir sur le sol sur une distance de 100 miles, en décrivant une ligne droite, sans que les manilles ne se coincent entre les branches d'un arbre. Une explication parmi tant d'autres, à défaut d'autre chose. Et s'il n'y avait tout simplement aucune explication à attendre, puisqu'il n'y avait aucune preuve probante de ces traces?
Pour certains enquêteurs du paranormal, il est évident que le chiffre avancé de 100 miles ne peut être retenu du fait qu'aucune personne, dans la neige, ne pouvait effectuer un tel parcours en une seule journée pour en calculer la distance. Le sceptique et investigateur du paranormal américain, Joe Nickell, avance l'idée que l'on ne peut pas connaître exactement la forme, la taille et la distance de ces empreintes, puisque la description du phénomène varie d'une personne à l'autre. Si l'enquêteur met en doute l'existence de ces traces, d'autres documents les mettent en évidence. Quelques semaines après l'apparition des empreintes, le révérend Musgrave rédige une lettre à l'attention de l'Illustrated London News. Le journal rapporte les propos du révérend comme suit. Ces derniers jours a été signalée l'évasion d'un couple de kangourous provenant d'une ménagerie privée, celle de Mr. Fish de Sidmouth. Dans un autre document, Musgrave avoue avoir saisi l'opportunité de l'évasion pour donner une explication sans même y croire personnellement. Il a simplement l'intention de calmer les esprits de ses paroissiens en évinçant l'image du diable. Les semaines ayant suivi le phénomène, les villageois s'étaient enfermés chez eux, n'osant plus sortir après le coucher du soleil. Certains n'osaient plus faire le trajet jusqu'à l'église, de peur de se faire attaquer en cours de route. Blaireau, ballon, kangourou ou simple affabulation. Le mystère des empreintes du diable dans le Devonshire reste entier. Il fait partie de ces phénomènes que l'on ne peut pas expliquer. Et il est loin d'être isolé. Dans un article du Times paru le 14 mars 1940, on apprend que dans certaines régions montagneuses d'Écosse, des empreintes de pieds ressemblant à celles d'un poulain ont été aperçues. La distance séparant les empreintes évoque ceux des bonds d'un lièvre sur une distance de plus de 12 miles, soit une vingtaine de kilomètres. Les cryptozoologues cherchent encore aujourd'hui à réunir les différentes preuves de l'existence de ces étranges créatures qui laissent derrière eux des traces qu'aucun zoologiste n'est capable d'identifier. Des cas similaires aux démons du Devonshire ont été rapportés dans d'autres régions du monde. C'est notamment le cas avec le diable du Jersey, dans l'État du New Jersey aux États-Unis. C'est un cryptide bipède à sabots, au corps reptilien, à la tête de chèvre, pourvu d'ailes de chauve-souris. Une autre histoire, plus récente, évoque une créature ayant terrorisé plusieurs banlieues proches de Cleveland le 23 janvier 2000. D'étranges empreintes de pas en forme de U sont apparues au sol, sur les murs des immeubles, les balcons et les trottoirs. La taille des empreintes est similaire à celle rapportée dans l'affaire du démon du Devonshire. Troublante coïncidence, n'est-ce pas? Le diable s'amuserait-il à faire du tourisme? Sorcière ou victime? Vous pensiez que l'Inquisition et les célèbres procès de Salem appartenaient à un passé moyenâgeux? D'une époque révolue où l'on disait d'une femme qu'elle était une sorcière parce qu'elle s'intéressait de trop près aux vertus des plantes médicinales? Même au XXe siècle, il existe encore des chasses aux sorcières. L'affaire Carol Compton le prouve. En décembre 1983, dans les rues à l'extérieur du tribunal, et même dans les journaux, on pouvait encore lire ou entendre « Punissez la sorcière, envoyez cet hérétique là où est sa place, en enfer. » Pourtant, à la regarder comme ça, toute pimpante et mignonne qu'elle était encore quelques mois auparavant, Carol Compton n'a rien d'une fille du diable. Peut-être une ensorceleuse des cœurs, tout au plus. À la barre, cette jeune Écossaise de 20 ans ne comprend pas du tout de quoi on l'accuse. Les catholiques les plus fervents disent d'elle qu'elle a le pouvoir de déclencher des feux à distance, de faire tomber des objets religieux, de faire entrer le diable dans les maisons. A-t-on des preuves? Il semble que le procès de la sorcière ne soit fait que sur la base de suspicions. Comme à l'époque de l'Inquisition. Les temps n'ont finalement pas changé. Pourtant, il s'est bien passé des choses dans les demeures respectives des Ricci et des Tonti, deux riches familles italiennes très influentes, catholiques et pratiquantes, cela va sans dire. Des feux se sont déclenchés. Des enfants, dont Carol Compton avait la garde dans le cadre de son travail de nourrice, ont failli perdre la vie. Des incendies que l'on dit d'origine surnaturelle. La Cour de justice parle d'incendie criminel. Pourtant, l'un des hauts gradés des pompiers
affirmera n'avoir jamais assisté à un tel accident domestique en 35 ans de carrière, car les circonstances sont plus que troublantes. Pour bien comprendre comment Carole Compton a pu se retrouver au milieu de ce conflit mêlant catholicisme et superstition, il faut revenir un peu en arrière. Nous sommes en janvier 1982. Carole est alors âgée de 19 ans. C'est une jolie brune avec un grand sourire. Son aisance en communication et sa douceur lui ont permis de décrocher un emploi de serveuse dans le prestigieux hôtel Trumshanberry d'Ayrshire dans son Écosse natale. Durant l'un de ses services, elle a fait la connaissance d'un jeune Italien, Marco Vitulano. Elle ne résistera pas longtemps à son charme. Tous deux ont le même âge. Carole rêve de visiter l'Italie, et particulièrement Rome, la ville dont est originaire Marco. Un événement va précipiter les choses. Marco est appelé à faire son service militaire. Il doit quitter d'urgence l'Écosse pour répondre à son devoir. Carole Compton le regarde partir et se fait la promesse de le rejoindre. Un amour fusionnel s'est créé en un rien de temps. Pour la jeune fille, qui possède un caractère enfantin, c'est l'homme de sa vie. Quelques semaines plus tard, se languissant de l'absence du bel Italien, elle quitte son travail de serveuse et sa famille pour partir vivre sa romance à l'italienne. Elle arrive à Rome durant le printemps de cette même année. L'heure est à la désillusion. Marco est pris par son devoir de citoyen toute la semaine, et lors de ses permissions, il préfère consacrer du temps à sa famille et à ses amis. Le jeune homme, bien plus mature que Carole, considère que leur relation n'a été qu'une idylle passagère. L'Écossaise est prise à dépourvu. Seule dans les rues, sans amis ni argent, la vie à Rome n'est vraiment pas si rose. Par chance, elle tombe sur une annonce de travail qui correspond parfaitement à ses compétences. On cherche une baby-sitter disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, parlant anglais de préférence pour élever un jeune enfant et assurer le ménage et les repas. Carole Compton répond sans aucune hésitation, sans se douter de ce qui l'attendait. Elle se présente aux portes de la grande et belle demeure de la famille Ricci. Les Ricci sont de riches catholiques pratiquants, avec une morale très traditionnaliste. La grand-mère tient la maison d'une main de fer. Lorsqu'elle voit Carole pour la première fois, Madame Ricci désapprouve son embauche. Elle confie à ses enfants sentir quelque chose de mauvais émaner d'elle. Cette impression est sans doute due au fait que la jeune baby-sitter, bien que croyante, n'attache pas autant d'importance à la pratique de la religion. Durant les repas de famille, Carole oublie régulièrement la prière. Pour elle, ce n'était pas par manque de volonté, mais surtout parce qu'elle accordait beaucoup plus d'attention à la bonne éducation des deux enfants de la famille. Mais comment prouver sa bonne foi lorsque des événements étranges surviennent quelques jours après son arrivée? Un matin, alors que les parents Ricci sont absents, la vieille matriarche voit sous ses yeux un tableau religieux se décrocher du mur. Il n'y a personne dans la pièce. Carole est à l'étage en train de jouer avec les enfants. Elle est persuadée d'une chose. C'est bien la jeune femme qui est responsable. Ses suspicions sont confirmées par la chute d'une statuette de la Vierge, alors que Carole est dans la maison. Elle remarque également que lorsque cette dernière est absente, il ne se passe rien du tout. Un autre jour, ce serait tout un meuble qui se serait déplacé. Une information que le père de famille préfère mettre au conditionnel, puisque Madame Ricci ne peut pas affirmer avoir vu le meuble bouger devant elle. Mais un autre événement, bien plus mystérieux, finira par convaincre le riche propriétaire de se débarrasser de sa baby-sitter. Nous sommes à présent en été. Carole Compton travaille pour la famille Ricci depuis plus d'un mois. Sur le plan éducatif, les parents sont satisfaits. L'Écossaise a pris l'habitude de parler en anglais avec les enfants. Ces derniers semblent apprendre vite et apprécient surtout leur nouvelle nourrice. Ils essayent de faire abstraction des faits rapportés par la grand-mère, comme ce crucifix accroché au mur, qui se serait inversé au passage de Carole. La jeune femme, quant à elle, supporte de moins en moins la présence de Madame Ricci. Elle l'espionne dans tous ses faits et gestes. À chaque événement paranormal, elle la force à expier ses péchés par la prière. Puisque c'est son seul gagne-pain, elle n'a pas d'autre choix que de s'exécuter. Le jeune amant fait parler de moins en moins de lui.
Depuis qu'elle est arrivée en Italie, il ne l'a vue qu'un week-end. Elle songe parfois à rentrer, mais elle a peur de ne plus retrouver de travail en Écosse depuis sa démission. Pourtant, c'est ce qu'elle aurait dû faire. Comme chaque été, la famille Ritchie part dans leur grand chalet de vacances au cœur des Alpes. Le cadre est magnifique. Les fenêtres de la chambre donnent sur les montagnes. Ce qui devait être des vacances de rêve se transforme en cauchemar. Un jour, de retour d'une promenade avec les enfants, Carol Compton constate qu'une épaisse fumée se dégage de la fenêtre du deuxième étage. Les autres membres de la famille Ritchie ne sont pas dans la maison. Carol est désemparée. Elle ne parle pas un mot d'italien et ne sait pas comment prévenir les pompiers. Le feu progresse à une grande vitesse. Les autres membres de la famille Ritchie arrivent au même moment. Les pompiers sont prévenus. Le chalet est en grande partie détruit lorsqu'ils terminent d'éteindre l'incendie. Le chef des pompiers n'en est pas vraiment sûr, mais pour lui, il aurait pu être déclenché par un mauvais branchement électrique. Pour la famille Ritchie, sous l'influence de la grand-mère, c'est Carol la responsable. Elle est renvoyée sur le champ. Quelques jours plus tard, la baby-sitter apprend qu'une autre famille aisée de la région cherche une personne pour s'occuper de la petite Agnès, 2 ans et demi. Elle est la petite dernière de la famille Tonti. Ces derniers doivent rendre visite aux grands-parents sur l'île d'Elbe, un voyage qu'ils font chaque année. Carol a pour mission de bien s'occuper de la fillette durant cette visite. La jeune fille, qui s'apprête à fêter ses 20 ans loin de sa famille et de ses amis, sent que les choses vont très vite se compliquer avec la grand-mère Tonti. Elle est la copie conforme de Madame Ritchie. Même mauvais caractère, même pensée arriérée et intégriste. Les Tonti avaient déjà embauché une autre jeune Écossaise quelque temps auparavant. Les choses ne s'étaient pas très bien passées. La présence de Carol Compton dérange, à tel point que la vieille matriarche dira d'elle qu'elle est une sorcière après que plusieurs feux se sont déclenchés en sa présence. Tour à tour, bois pour la cheminée, papier journal ou nappe se mettent à brûler sans raison apparente. La jeune fille, qui commence à avoir l'habitude, ne proteste pas. Un fantôme semble accomplir sa vengeance à sa place. Un jour, alors que la grand-mère observe Carol en train de travailler, une statue religieuse tombe à ses pieds et se brise. Une autre fois, les draps de lit d'une des femmes de chambre prennent feu subitement, alors que cette dernière était sous la douche. Carol, se tenant près de la pièce, est immédiatement suspectée. Plus les jours passent, plus la jeune femme est anxieuse. Elle se sent littéralement oppressée en présence de la grand-mère. Un autre jour, c'est le lit de la jeune Agnès qui s'enflamme, sans qu'aucune explication ne puisse être donnée. Par chance, l'enfant ne se trouvait pas dans sa chambre à ce moment-là. Carol non plus, d'ailleurs. Pourtant, Nonna Tonti ne peut s'empêcher d'accuser la baby-sitter. Elle est persuadée que celle-ci est capable de déclencher des feux à distance. Un don qui ne peut être donné que par le diable en personne. La force de persuasion de l'accusatrice est telle que les parents d'Agnès préviennent les autorités locales. Ils déposent plainte, ce qui déclenche une procédure judiciaire à l'encontre de Carol. Elle est placée en détention provisoire dans l'attente de son procès. Nous sommes en août 1982. Carol Compton est dans une cellule de la prison de Livourne. Devant les policiers, elle accuse le coup. Elle est terrorisée. La voilà livrée à elle-même dans un pays qu'elle ne connaît pas, à essayer de se faire comprendre malgré la barrière de la langue. Marco Vitulano ne répond pas à ses appels au secours. Il ne veut plus rien savoir d'elle tant sa réputation en Italie est mauvaise. Les médias se sont rapidement emparés de l'affaire et cette histoire de paranormal fait vite le tour du pays. Les parents de Carol embauchent l'un des meilleurs avocats d'Italie, Sergio Minervini. Selon lui, la jeune femme a toutes les chances de s'en sortir. Il n'y a aucune preuve à son encontre. On ne peut pas condamner une personne pour des faits de sorcellerie. Ce n'est pas du tout sérieux, surtout à notre époque. Pourtant, certaines personnes sont persuadées du contraire. Plusieurs experts en paranormal rendent visite à Carol. Mais elle ne veut pas entendre ce qu'ils ont à dire. Elle est rationnelle, ne croit pas aux fantômes, encore moins aux histoires de possession. Ils affirment qu'elle pourrait avoir des pouvoirs psychiques et que ces pouvoirs auraient pu attirer l'attention d'un poltergeist, comme cela aurait été le cas pour l'un de ces cas paranormaux les plus effrayants d'Angleterre, le cas Enfield. Les docteurs Pincott et Playfair,
qui ont travaillé sur le poltergeist d'Enfield et ont proposé la constitution d'un dossier solide qu'elle pourra utiliser pour sa défense. Carol Compton refuse catégoriquement de croire qu'elle a un don pour la télékinésie et la pyrokinésie. Selon son avis et celui de Minervini, il serait préférable que cette affaire soit traitée sous son angle le plus rationnel. Le procès de celle que l'on surnomme la sorcière dans les journaux débute en décembre 1983, soit près d'1 an et demi après son enfermement. L'hystérie s'est littéralement emparée de la foule venue assister au procès de la démoniaque. Carol subit des attaques de toutes parts. On l'insulte, lui crache dessus. Une vieille femme se jette sur elle en brandissant un crucifix devant son visage. Rien ne semble raisonner les fervents catholiques. Les quelques personnes qui témoignent à la barre des témoins font part de leur méfiance vis-à-vis de Carol. Et pour cause, les feux mystérieux et les différents phénomènes paranormaux se déroulaient uniquement en sa présence. Le chef des pompiers ayant travaillé sur l'incendie du chalet Ritchie affirme qu'il est impossible de certifier que l'installation électrique soit responsable du feu du 2e étage. Carol Compton est-elle vraiment une sorcière avec le pouvoir de déclencher des feux à distance et de déplacer les objets? Pour ce qui est des objets, des statues et des tableaux religieux qui tombent, tout ne tient qu'à la seule affirmation de la grand-mère. Madame Ritchie et Madame Tonti sont très superstitieuses. Elles ont une aversion contre cette jeunesse qui ne respecte plus les traditions. Dans ce contexte, il est donc facile de formuler des conclusions aussi hâtives. Carol Compton peut tout de même compter sur un témoignage pour sa défense. Celui de l'ancienne babysitter écossaise qui a démissionné de chez les Tonti au bout de 2 semaines. Elle affirme que la grand-mère avait une sale manie de fumer et de laisser traîner ses mégots de cigarettes encore chauds un peu partout dans la maison. La voilà certainement, l'origine de ces incendies. Faute de preuves, la jeune femme est acquittée. Elle aura tout de même perdu 1 an et demi de sa vie pour de simples superstitions. Cette fille du diable rentre chez elle, dans son Écosse natale. Elle s'y reconstruit petit à petit et exorcise son traumatisme à l'aide de l'écriture d'un livre, Superstition, l'histoire vraie d'une nounou qu'ils ont appelée sorcière. Bien qu'en prison, elle a toujours nié avoir des pouvoirs surnaturels. Elle affirme dans son livre que les déplacements de meubles, les coups qu'elle entendait dans les murs et les feux provenaient d'un poltergeist. Selon les croyances de Carol, le phénomène poltergeist survient lorsqu'une personne est soumise à un stress intense. Il ne fait aucun doute qu'en présence des 2 grands-mères, la babysitter a vite perdu pied. Depuis cet épisode, plus aucun incendie ne s'est déclaré en sa présence. Elle vit heureuse, entourée de son mari et de ses 3 enfants. Peut-on vraiment donc parler d'affaires paranormales dans ce cas précis? Gardez bien en tête cette dernière information. On ne connaît toujours pas l'origine de cette intense chaleur qui a mis le feu au drap du lit spontanément. C'est à vous de faire vos propres hypothèses.